Bonsoir à tous. Je vais tout de suite vous partager mon écran parce que dans l'idée, l'association Ambassade des Océans, si vous voulez la découvrir, il n'y a pas de difficulté. Vous allez sur le web et vous tapez ambassadeocéan.com, que ce soit sur les réseaux sociaux ou le reste, ou sur le site internet. Vous pouvez trouver facilement notre présentation, nos informations et voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si on voit mon écran. Marie, vous me Oui, on dites? le voit très bien. Ok, super. Donc, l'un dans l'autre, je vais essayer de rebondir. Je vais essayer de respecter le timing, c'est important à mes yeux, de respecter le cadre et de vous donner un maximum d'informations parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu. Bon, moi, j'ai beaucoup apprécié la présentation d'Aurore et je vais essayer de compléter un maximum avec des choses que j'avais plus ou moins anticipées et sur lesquelles Aurore a particulièrement été pertinente. Voilà, je vais lâcher du lest. Mais bon, Aurore a à peu près la même référence que moi. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà fait l'expérience de l'océan, comme nous on l'appelle dans l'ambassade, à savoir passer la surface, quoi. C'est-à-dire d'aller en profondeur et d'aller vous confronter à l'élément de l'océan et la mer. Parce que la réalité du son dans les océans, on l'a fait d'entrée de jeu, pour le pire et pour le meilleur. Et donc, c'est pour ça que nous, d'une certaine manière, on, voilà, on reprend exactement la même référence que comment que ce qu'Aurore a pu vous indiquer, à savoir le monde du silence. Est-ce que c'est vraiment sérieux, quoi? Tout cela aussi pour amener tout de suite un élément d'humilité par rapport à ce que vous pouvez entendre au quotidien dans les médias. C'est le rôle d'ambassade des océans, c'est de prendre du recul sur les choses. C'est-à-dire que dans les années 70, dans les années 60, on a fait des constats et aujourd'hui, ce ne sont plus du tout les mêmes. Du coup, la pertinence d'une revue scientifique, d'un rapport scientifique, elle est somme toute toujours remise en considération par rapport à l'actualité et aux avancées technologiques qui nous permettent d'améliorer notre savoir sur un environnement aussi complexe que les océans. Parce que voilà, l'ensemble du constat, même si aujourd'hui on est un petit peu plus axé sur la pollution acoustique, et je félicite réellement Make Some Noise et le M-Million d'aborder cette problématique-là, parce que c'est une problématique qui est rarement abordée, réellement. Et elle a de réelles contraintes. Sauf que vous voyez, il y a un amas d'enjeux qui est pour le coup hyper large. Et on ne saurait se contenter de parler des océans sur une seule problématique sans parler des autres problématiques. Parce que tout est lié et qu'aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt sur les océans parce qu'il y a une raison particulière, c'est l'économie des océans, ni plus ni moins. Alors, je dois vous parler de l'économie bleue, de la blue economy particulièrement. Et je vais opposer les deux concepts parce qu'aujourd'hui en France, on a tendance à utiliser le modèle d'économie bleue qui est calqué sur une mauvaise traduction de la blue economy telle qu'elle a été conçue par Gunther Pauli. Le process que Star Wars, c'est-à-dire que Star Wars, c'est soi-disant la guerre des étoiles, alors que c'est les guerres de l'étoile. Mais bon, ça, c'est une petite nuance d'approche. Voilà l'économie bleue, ce que ça représente. Donc, c'est 70% de l'humanité, effectivement, qui dépend de l'économie bleue, mais en termes de valeur des activités, voilà, vous avez à peu près quelques références sur les activités touristiques, les produits de la mer, les commerces maritimes. Vous pourrez arrêter les images sur le replay pour reprendre ces données-là, les étudier, les confronter. Ce sont les valeurs de la Boston Consulting Group qui ont actualisé ces données en 2020. Voilà, on s'aperçoit que c'est un immense territoire de business en long, en large et en travers. Ça représente plus de 200 millions de travailleurs qui vivent aujourd'hui de la pêche maritime dans le monde. Mais imaginez qu'un emploi du secteur primaire, comme celui-là, comme les secteurs industriels, génère entre 6 et 10 emplois entre 6 et 10 emplois dans le milieu tertiaire secondaire. Ça, ce sont des notions que vous avez peut-être déjà vues, c'est-à-dire d'avoir tout simplement une économie de service autour d'une activité de production de biens essentiels. En France, voilà ce que ça représente en termes de, de turnover, de chiffre d'affaires et d'emploi. Vous voyez que ce n'est pas une petite économie. En réalité, c'est même une économie qui est l'équivalent de 3 fois la taille de l'industrie de l'automobile en France. Donc,
ça nous laisse à réfléchir finalement par rapport à l'orientation stratégique de l'économie française, sachant qu'elle a le deuxième territoire maritime au monde, et comparativement à l'effort financier de soutien à cette économie-là, on laisse à réfléchir tout simplement de nos options et de notre futur possible. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est 14% du PIB français. Voilà que vous pouvez retenir. Et qu'en somme, avec l'élargissement des normes internationales, le dégagement des nouvelles routes commerciales, notamment par Arctique, il y a de véritables perspectives d'avenir pour la France, notamment, vous l'avez vu à travers le trafic maritime, parce que qui dit espace maritime, deuxième espace maritime mondial, ça veut dire que vous avez plus ou moins une zone d'influence pour réguler ou en tout cas octroyer un droit de passage sur vos territoires qui sont en grande partie quand même influencés sur vos territoires d'outre-mer, les DOM-TOM et les autres territoires, de la Polynésie jusqu'à la Guadeloupe en passant par la Réunion. Il y a aussi ce fort potentiel, cette forte mainmise développée par les acteurs français à travers toute la connexion Internet et les connexions, la consommation tout simplement, Internet et télécom. Ce que vous voyez là, ça correspond presque à l'ensemble des trajets maritimes empruntés par les bateaux. Mais ce sont des câbles sous-marins qui sont tissés sous l'eau pour pouvoir vous permettre de voir cette conférence, enfin cet ensemble de conférences présentées aujourd'hui par le M Lyon, mais comme tout le contenu que vous avez accès sur vos téléphones, smartphones, ordinateurs. 98% des télécommunications passent par ces câbles sous-marins. C'est 1,2 million de kilomètres tissés sous la mer et la France est en une excellente position sur le territoire. Enfin, sur le territoire, sur le globe, pardon. Donc, ça, c'est toujours des aspects et des forces en puissance de la France sur la partie économie bleue. Enfin, on va dire, perspective de croissance pour la France, c'est que la Polynésie, ça a été révélé par une société japonaise, détient 18% des terres rares mondiales. Ça tombe bien, on en manque. Pourquoi on en manque? Pour produire des éoliennes, pour produire des téléphones portables, pour produire des batteries pour les voitures électriques. En somme, vous voyez là un paradis de biodiversité, un paradis environnemental et on va dire une petite oasis de vie où il y a un équilibre entre la nature et on va dire la vie humaine qui est soumise à une pression économique potentielle future pour des réalités estimées autour de 24 000 milliards de dollars, mais ça, c'est pas grand-chose. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, en France, même si on a une grosse culture, ça, ce sont les 17 terres rares, je ne vais pas les détailler ce soir, mais en tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, on a une économie portuaire qui est stagnante, qui ne se déploie pas justement parce qu'il y a des ports qui sont très développés en Europe, à savoir le port d'Anvers, le port de Rotterdam, qui court-circuite tous les ports français et qui empêche justement l'accroissement d'une activité portuaire, l'accroissement d'une économie bleue telle que définie par le ministère intérieur. Enfin, le ministère intérieur et le ministère nouvellement nommé de la mer. Voilà. Petite incartade. Aujourd'hui, on consomme 4 fois plus de poissons que ce qu'on est capable de produire en France. Donc, attention au message un petit peu d'équilibre alimentaire sur finalement l'impact écologique que de consommer des produits de la mer en France. L'économie bleue, donc, vous l'aurez compris, ça se distingue de la blue economy. Et la blue economy, je l'oppose aussi à, on va dire, ce que j'appelle du blue caching. C'est un concept qu'on a développé dans l'ambassade pour, on va dire, un petit peu taper du poing sur la table sur ces économies qui consistent à recycler le plastique pour en faire des nouveaux produits plastiques et les réinsérer dans la nature. Parce qu'in fine, proposer aujourd'hui 280 $ une paire de lunettes où il y a 0 plastique recyclé, que du plastique neuf, c'est tout simplement prendre des gens pour des imbéciles. Et il y a beaucoup de forces vives, et je vous décourage fortement, même en tant qu'entrepreneur vertueux, d'abuser d'un système et d'abuser de pigeons sur lesquels vous pourriez faire valoir des causes nobles, mais avec tout un business tout aussi polluant.
Voilà. Le fait d'aller recycler le plastique en mer est une cause noble en soi, mais ça ne constitue en rien une économie vertueuse et une économie bleue, dans la mesure où aujourd'hui, le taux d'efficacité de collecte en mer est au maximum pour une masse de 0,6%. Comprenez à votre niveau que quand il y a une pollution en mer qui vient à 80% de la Terre, dans la semaine qui suit, il y a voilà, 98% qui commencent à couler dans le fond, ou en tout cas dans une zone de 0 à 10 mètres. Donc, aller récolter les choses en mer, c'est une noble cause, seulement il faut le faire en amont, parce qu'une fois que c'est en mer, ça coule, et du coup, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pareil pour les colliers ou les bracelets en plastique soi-disant recyclés qu'on fait importer de Chine, comme n'importe quelle matière. C'est tout simplement ce que nous, on dénonce comme du wishful thinking, c'est-à-dire du bon sentiment pour faire tout simplement du beurre sans apporter quoi que ce soit à la communauté internationale. Moi, l'approche que je souhaite véhiculer aujourd'hui, c'est donc la Blue Economy paolienne. C'est Gunther Pauli, ni plus ni moins, qui l'a inventé. Ça se définit comment? Ça se définit de la manière suivante, c'est-à-dire s'inspirer de la nature parce que dans la nature, il y a zéro déchet. Ensuite, de changer les règles du jeu, c'est-à-dire de changer les modes de production en s'appuyant sur un avantage que la nature nous permet dans un mode de production. Un ancrage territorial, parce qu'il faut faire avec les ressources locales, sinon on perd de la valeur, on perd de l'énergie, et aujourd'hui on sait que l'énergie manque à la nature, enfin manque au système de production dans les 10 à 20 ans à venir. Un moteur de diversité, c'est-à-dire qu'à partir d'un seul produit, vous allez pouvoir produire beaucoup de sous-produits et donc, on va dire, avoir une marge beaucoup plus importante étant donné que vous aurez moins de déchets à gérer, vous pourrez dégager beaucoup plus de marge et vous serez plus flexible en termes de productivité. Une économie évidemment équitable auprès des emplois locaux, auprès du service que vous allez rendre à votre voisinage et centrée sur l'éthique, évidemment. Il ne s'agit pas d'aller raser une forêt d'Indonésie pour produire de l'huile de palme, pardon, pour, on va dire, la moralité et, on va dire, la bonne conscience des Occidentaux. Ça intègre le biomimétisme, c'est-à-dire de pouvoir améliorer les performances en s'appuyant sur, ce que la nature a produit. Ayez ça en tête, c'est-à-dire que la nature aujourd'hui, quand vous l'observez, c'est tout simplement des milliards d'années de recherche et développement que vous avez sous les yeux. C'est pour ça que Airbus s'est appuyé sur le beluga pour le taux de pénétration dans l'air, que Samsung a étudié depuis 20 ans les capacités de la sèche à pouvoir se camoufler, changer de couleur avec une texture de peau très très fine pour proposer les premiers portables flottants, les premiers portables pliables et les premiers portables, écrans chiffonnables. Vous allez voir ça bientôt. Et enfin, en termes de recherche et développement, on est toujours inspiré de la nature autour du requin, parce qu'il y a 1001 exemples. Mais les deux exemples que je voulais vous porter à connaissance aujourd'hui sont la capacité à produire des textures qui sont aussi ergonomiques que la peau de requin dans l'eau, c'est-à-dire un taux de pénétration extraordinaire, gain de vitesse et perte de résistance. C'est la combinaison de Michael Phelps que le comité olympique a refusé d'homologuer par défaut on va dire, d'expertise. Et de l'autre côté, l'exploitation des foies de requin pour en tirer des adjuvants pour les vaccins, notamment les vaccins pour le Covid. Mais ça passe aussi par la démonstration qu'un cœur de baleine peut nous offrir pour développer un pacemaker qui fait la taille d'un film plastique. Là, vous le voyez à l'image. Ou encore d'étudier les techniques de cétacés pour faire de la pêche sélective. Pêche sélective où on retient uniquement les poissons qui ne sont pas en gestation. Donc, on garantit la pérennité du stock de poissons. Rapidement, et là, je vais aller de plus en plus vite. La Blue Economy, c'est savoir avant tout utiliser un déchet, je reviens un petit peu, pour faire de l'upcycling, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du recycling où on réintroduit finalement un déchet dans une boucle de déchets, mais où il y a une déperdition de déchets par une valorisation supplémentaire qui fait de ce déchet quelque chose d'organique qui se divise et qui augmente les plus-values, les externalités supplémentaires dont je vous parlais au début. Et donc, sur un poisson, c'est simplement utiliser la peau de poisson pour en faire des cuirs,
Là, ici, ce sont des exemples d'une entreprise qui est établie au Kenya qui fait 140 000 $ de chiffre d'affaires sur une première année en développant des portefeuilles, des chaussures. Les chaussures se vendent à 395 $ pièce quand même, hein, il faut le savoir, sur des pots de poisson, des déchets en tonnes qu'on a en France. D'autres exemples, c'est la culture de moules, où on peut non seulement broyer les coquilles, on verra ça un petit peu plus tard, mais en plus on peut utiliser le bisus de moule pour en faire la colle la plus puissante du monde, le fil suturant le plus fin, le plus précis du monde, et ensuite des textiles d'une dorure incomparable, utilisés notamment depuis le 19e siècle. Voilà, je vais accélérer encore un petit peu plus. D'un point de vue contemporain, je vous parlais donc des moules. En général, les coquillages aujourd'hui peuvent être valorisés. C'est très important pour un éleveur, pour un agriculteur, pour un producteur d'huîtres, un pêcheur de coquilles Saint-Jacques, de pouvoir valoriser ses pertes, parce qu'aujourd'hui, 80% de ces productions vont à la benne, parce que des bactéries, que des taux d'acidification, parce que des taux de pollution, etc., etc. Mais imaginez 80% de votre production qui finit à la poubelle tous les ans. Et du coup, il y a de plus en plus de personnes qui se penchent pour valoriser ces coquilles vides d'un point de vue économique. Et du coup, on a développé des néoprènes, donc ce sont des textiles pour les surfeurs, pour les plongeurs. Vous voyez 2 exemples à l'écran qui offrent une résistance et une alternative surtout, on va dire, aux néoprènes chargés de pétrole traditionnel. Ensuite, on en a fait, ça a été la première approche, ça a été de constituer un substitut aux peintures constituées à 90% de produits hyper polluants sur les autoroutes. Voilà, la coquille d'huître permet d'apporter un substitut. Et puis, dernièrement, bon, il y a des lunettes, il y a des chaussures qui sont en train de se développer, toujours à partir de cette coquille d'huître transformée en calcaire, en poudre de calcaire, et ensuite intégrée dans des process limitant l'intégration du plastique dans la boucle. Mais là où c'est l'exemple que vous devez retenir par excellence, on va dire, pour finir la boucle de la Blue Economy, c'est l'exemple de l'huître en tant qu'être vivant, qui va pouvoir filtrer 190 litres par jour de manière gratuite, sans maintenance, et pour assainir un bassin local dans la durée et sans l'intervention de l'homme. C'est le projet que les Américains ont construit pour assainir la baie de Manhattan, ancienne capitale mondiale de l'ostréiculture, en implantant 1 milliard d'huîtres au minimum pour faire revenir la faune et donc nourrir la flore locale. Et on a conscience aux États-Unis que la faune et la flore est une richesse dans le bas de bilan qui n'a pas d'égal. On pourrait parler des autres polluants, mais je vais balayer en surface. Retenez simplement que les crèmes solaires, les arguments marketing aujourd'hui tombent un à un parce que les gens sont de plus en plus renseignés grâce à l'Internet. Et qu'aujourd'hui, les crèmes solaires qui veulent être coral friendly ou ocean friendly sont tout simplement retoquées par l'argument que vous voyez à l'écran, à savoir que le dioxyde de titane, qui est indispensable aux crèmes solaires, est obligatoire dans les crèmes solaires pour jouer un rôle. Et le dioxyde de titane est un perturbateur endocrinien qui, à travers les crèmes solaires, peut se retrouver en moins de 2 heures dans votre urine. Pourtant, il y a des alternatives. Il y a la noix de cajou. Ici, vous voyez, c'est la peau de tomate qui, industriellement, on va dire, une tonne est estimée à 900 €. Alors qu'un pigment traditionnel qu'on introduit dans un vêtement ou dans une crème ou dans un dentifrice est estimé à 2200 € la tonne. Donc imaginez le delta, là encore, les gains de productivité et les marges que vous pouvez faire. Je dis aussi sur les sources de pollution. Vous voyez les hydrocarbures. Les cheveux aujourd'hui apportent la meilleure réponse technologique. On parle de low-tech dans ces cas-là, pour venir, on va dire, assainir l'environnement marin de tous les pollutions. Pour finir, sur la partie Blue Economy, la meilleure démonstration, ça reste les algues. Ici, vous en voyez, il y a les sargasses, on voit les algues, les brunes, les algues vertes qu'on peut trouver en Bretagne, qui sont tout simplement des codes couleurs que les océans nous transmettent pour comprendre dans quel état ils sont. Et qui sont aujourd'hui une force et des opportunités extraordinaires. Hier, on les considérait comme déchets. Aujourd'hui, on peut en faire des spirulines, on peut en faire des chlorellas, c'est-à-dire des compléments alimentaires qui ont une valeur ajoutée
extraordinaires qui ont le vent en poupe. Mais en plus de ça, on peut en faire du charbon pour filtrer des polluants et avoir pour le coup, non pas un impact neutre, mais un impact positif sur l'environnement. Et ensuite, sur l'aspect alimentaire, quand on parle de pollution dans les océans, on fait souvent référence aux pollutions plastiques. Mais voilà, vous avez EvoWare qui a développé un ensemble de bagages et d'emballages dissolvables qui peut être intégré dans l'agroalimentaire et dans les sachets de thé, dans les sachets de café également, et qui sont extrêmement bénéfiques pour votre consommation, votre santé en général. C'est 70% des emballages qui peuvent être substituables grâce aux algues. C'est énorme. Je ne passe pas sur les parties engrais, la fermentation, les biogaz, etc. Mais si l'humanité a été soutenue par les océans, a été permise par les océans, aujourd'hui, on est dans un rapport qui commence à s'inverser. C'est-à-dire que ce sont les océans qui commencent à être soutenus par l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience des chiffres que je vous ai donnés, de la valeur que ça permet de créer, donc de on va dire l'apport pour la société, mais aussi parce qu'on a compris que ça avait de la valeur. Et j'aime citer Idriss Aberkan, aussi controversé soit-il. Moi, c'est une personne que j'honore par son approche intellectuelle et qui rappelle notamment que si la nature est une bibliothèque, chaque espèce est un livre. En ce qui concerne les océans, bah, c'est 300 000 livres. 300 000 livres qui nous attendent de délivrer leurs secrets, si tant est qu'on puisse s'intéresser à elles. C'est 13 prix Nobel qui se sont calqués sur les océans. C'est plus de 24 000 molécules d'intérêt médical pour les laboratoires, pour les vaccins. Et pourtant, 80% des océans restent à être découverts. Aujourd'hui, on réduit un petit peu on va dire, les cétacés à quelque chose un petit peu bisounours, si vous me passez l'expression. Or, la technologie aujourd'hui nous a permis, justement, en s'intéressant aux problématiques de son dans les océans, Aurore l'a très très bien rappelé tout à l'heure, il nous a permis de faire des découvertes extraordinaires. Et c'est là où on voit que finalement, il n'y a pas de mal ou de bien, il y a quelque chose de cyclique qui se met toujours en place. Et que l'analyse du son dans les océans a permis de faire des découvertes extraordinaires auprès des orques, auprès des dauphins, auprès des baleines. Faut savoir qu'aujourd'hui, la fréquence d'un bateau quand il passe, c'est autour de 100 à 300 Hertz. D'accord? Qu'à partir de ce moment-là, les dauphins, ben, on a pu constater qu'ils étaient capables de produire une forme d'intelligence adaptative qui est propre aux mammifères, mais qu'on ne soupçonnait pas. Et du coup, on a approfondi ces concepts. Ça a permis de découvrir et d'approfondir la notion d'intelligence, mais aussi d'intelligence émotionnelle qu'on ne réservait auparavant qu'aux hommes. Alors, vous allez peut-être croire que je fais de l'anthropomorphisme, mais c'est pour compenser un petit peu l'anthropocentrisme auquel on est un petit peu habitué dans nos sociétés. Ce que je veux dire par là, c'est que le mal dans lequel on baigne va permettre de faire ressurgir du bien, aussi bien quand on analyse des dauphins que quand on analyse des orques ou quand on analyse des poissons. Aujourd'hui, on est capable d'établir que les poissons sont à même de communiquer, que les poissons sont à même de ressentir des émotions et qu'elles ressentent des émotions et elles communiquent pour trouver leur proie, pour pouvoir se coordonner, pour pouvoir délimiter leur territoire et pour pouvoir définir ou pour pouvoir alerter les prédateurs qui les menacent, ainsi qu'à toute la communauté. Donc c'est quelque chose de bien plus complexe que ça, finalement, notre interaction avec l'océan, c'est-à-dire on commence à intégrer le rapport avec le vivant qu'on a un petit peu négligé. Aurore le soulignait tout à l'heure, au bénéfice, enfin, je ne sais plus si c'est Aurore ou Sarah, mais au bénéfice de l'espace. Et du coup, moi j'aimerais vous rappeler, voilà, que grâce aux découvertes scientifiques et aux recherches du son dans les océans, ça a permis de distinguer les langages, ça a permis de distinguer l'intelligence des différentes espèces, que ce soit les poissons. Et je vais vous faire juste écouter, je ne sais pas à combien de temps j'en suis, mais je vais finir très très vite. Là, vous allez avoir des exemples de sonorisation par communauté, par population, sur des groupes d'orques. Écoutez, vous allez entendre différents modes de communication.
Je vais couper court. D'habitude, cette conférence-là, je la fais en à peu près 1 heure. Voilà, ça nous donne à penser finalement que une entrée d'enjeu peut couvrir énormément de complexité. Là, on parle de communication animale à travers le son. On comprend tout l'enjeu de la saturation du niveau sonore quand on réalise que le patrimoine chez les cétacés se transmet par le son, se transmet par le comportement, mais par le son. Je répondrai avec un petit peu plus de précision s'il y a des questions sur le sujet, parce que c'est un sujet passionnant. Juste pour l'anecdote, je voudrais vous porter ces éléments suivants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce poisson que vous voyez, qui est le crapaud du Golfe, qui est situé dans le Golfe du Mexique, aujourd'hui subit 10 décibels, quand il subit 10 décibels de plus dans son environnement, développe 4 à 5 fois plus d'hormones du stress qu'à la normale. C'est un taux d'hormones qu'ils vont développer quand ils vont rencontrer un prédateur. Et quand il y a un festival qui a lieu au large de la Floride, c'est l'effet qu'on constate sur ces poissons-là. Alors, ça ne veut pas dire que le festival de techno n'est pas aimé par ces poissons-là. Ça veut tout simplement dire qu'un environnement bruyant est stressant pour un organisme vivant que nous, on considère comme simple cognitivement, mais qui est bien plus complexe que ça. Et ça doit nous ramener aussi, nous, à notre relation avec le... Aussi, pendant le Covid, on a vu dans le port de Cagliari, mais un petit peu partout même dans le monde, le retour des dauphins s'accoutumer et venir se rapprocher des côtes. Ici, c'est à Cagliari, mais ailleurs dans le monde, on le voit notamment à Guétari, sur la côte atlantique, voir le retour des baleines qui n'étaient pas revenues depuis le XVe siècle, chassées à l'époque, et qui vient parce que le territoire est déserté, calme, assaini, et où il y a, pour le coup pour elles, moins de prédateurs. Enfin, une note, étant donné que je suis instructeur de plongée à mes heures perdues, c'est de vous rappeler qu'aujourd'hui, les océans sont construits dans un silence, en tout cas présumé, qui sont relaxants pour l'homme et qu'ils, pour le coup, quand vous plongez, c'est une réalité que vous constatez, c'est que le silence vous frappe et vous apaise tout de suite. Les exemples que je viens de vous donner doivent nous rappeler que, étant donné qu'on dépend des océans et de cette biodiversité, de cette chaîne de biodiversité pour nous nourrir, il est essentiel de leur accorder cette sérénité et de se battre pour leur accorder cette paix-là, sans quoi notre équilibre à long terme pour nous, mais surtout pour les générations futures, est beaucoup moins confortable. Et il y a à l'esprit également, par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est qu'il y a beaucoup de campagnes de lobbying sur les différentes technologies, les différents courants écologistes, vertueux ou pseudo-vertueux. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'on rappelait qu'une baleine était égale à 1500 arbres. Alors, imaginez que quand la Norvège décime 1200 baleines, on détruit à peu près 1800 arbres. Voilà. Et suivant, c'est-à-dire que les rideaux de bulles ont beau diminuer de 25 décibels le bruit des éoliennes, il n'empêchera jamais le delta de 40 décibels. Je pensais que tu avais un pseudo, je ne te trouve pas sur la liste. J'écris La Réunion. Voilà. Je ne sais pas qui parle, mais j'en ai terminé. Je suis à votre disposition pour des questions. Voilà. Merci beaucoup, Quentin.